Voilà, donc Jean-Luc Charlot est sociologue. Tu vas me corriger, je ne sais pas, parce que c'est compliqué de te présenter. Tu t'es inscrit sur le programme comme délégué de la Fabrique Autonomie Habitat. Alors tu nous expliqueras ce que c'est que la Fabrique Autonomie Habitat. Ce que je sais, c'est que tu travailles sur ces questions de handicap et habitat. On a beaucoup parlé autour de ce vocable qui t'est cher. Tu as absolument tenu à ce qu'on parle d'habitat plutôt que de logement. Tu nous expliqueras pourquoi. Voilà, par ailleurs, comment te présenter plus. Oui, tu es très versé à Paris dans diverses commissions de promotion de l'habitat. Tu vas nous expliquer tout ça? Je sais pas, je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, juste peut-être dire deux mots effectivement sur la Fabrique Autonomie Habitat pour. Je suis d'une génération qui commençait toujours ses interventions par dire et à préciser d'où l'on parle. Donc je vais essayer de vous dire d'où je parle, d'où je vais parler en tout cas avec vous ce matin. Donc la Fabrique Autonomie Habitat, c'est une petite association de personnes physiques qui essaye de concourir à une idée, c'est-à-dire à une idée assez simple dans la réalité et assez compliquée dans la mise en œuvre, qui est celle du libre choix des personnes en situation de handicap par rapport à leur mode de vie et l'habitat. Et donc ça se concrétise en fait aujourd'hui de trois façons différentes. La première, c'est ce qu'on appelle un peu de l'agitation propagande, c'est-à-dire qu'on essaye de développer et de diffuser un certain nombre d'idées, ici ou là, par exemple en intervenant sur une journée d'études ou en concourant à sa préparation, en organisant nous-mêmes un certain nombre de journées d'études, etc. Ça c'est un premier point. Deuxième élément, on accompagne un certain nombre de projets d'habitat. Alors des projets d'habitat qui peuvent être soit initiés ou souhaités par des personnes en situation de handicap elles-mêmes, par des proches, parfois réunis en association ou par des établissements et services médico-sociaux ou des associations du champ du handicap de façon générale. Donc ça peut être tous ces éléments-là. Et puis troisième et dernière chose pour dire un peu d'où je parle, on va en parler rapidement, mais il y a une politique publique qui s'est mise en place depuis décembre dernier, qui normalement vise à développer les formules et les solutions d'habitat inclusif. Et dans le cadre de cette politique publique, il se monte un observatoire national de l'habitat inclusif qui vise à recenser et à observer, à comprendre un petit peu tout ce qui, en termes de solutions d'habitat, se met en œuvre ici ou là, pour essayer ensuite de le rediffuser pour que ceux qui veulent promouvoir ce type de solution puissent le faire. Et il se trouve que la Fabrique Autonomie Habitat est l'appui opérationnel de cet observatoire. Voilà. Donc c'est à peu près de cette classe-là que je vais vous parler. Alors, je vais faire un petit pas de côté, mon intervention par rapport à un ensemble de choses, un petit pas de côté, mais c'était souhaité. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais peu parler de logement, mais je vais parler d'habitat. Je vous dirai pourquoi et en quoi l'habitat est une chose, et en quoi c'est différent, et en quoi surtout c'est sans doute vers des politiques et des mises en œuvre d'habitat qu'il faut aller. Et puis deux, parce que je ne parlerai pas de patients, mais de personnes en situation de handicap. Donc c'est aussi ce pas de côté, puisque bon, voilà, on regarde là, Marc Toulouse tout à l'heure regardait du côté de lui de son statut et de sa position de médecin handicap. Moi je regarde plutôt du côté de la société qui fabrique un certain nombre de solutions d'habitat. Donc voilà, mais les deux sont complémentaires, elles sont miroirs, mais elles sont complémentaires. Donc c'est de là aussi que je voulais vous dire ça. Donc j'avais intitulé mon intervention de quoi l'habitat est donc le nom, en sachant qu'il est avec un peu une idée et surtout pas une commande, mais une intention de l'équipe qui avait préparé cette journée de dire finalement qu'il est de coutume et puis parfois d'une certaine utilité de commencer une journée d'études par préciser les contours et les questions posées par ce qui est justement précisément l'objet de cette journée d'études.
Alors je vais tenter de le faire, je vais tenter de problématiser ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire cette question de habitat et santé mentale. Et puis j'espère avoir initié avec vous un certain nombre d'échanges, surtout. Hein. Dans la deuxième partie, on a un tout petit peu de temps, même si on a. Et puis il y aura la table ronde de toute façon, mais voilà, on peut aussi éventuellement, simultanément, enfin en tout cas successivement, avoir un certain nombre d'échanges. Donc j'ai choisi donc moi d'entrer dans ce propos-là par la notion d'habitat. Donc à la fois parce que, comme je l'ai dit, c'est la finalité de la fabrique autonome d'habitat que je représente, c'est notre entrée. Et puis aussi parce que vous êtes sans doute plus pertinents, les uns et les autres, et plus compétents pour éclairer de quoi la santé mentale pourrait bien être le nom. Donc je n'en resterai, moi, à ce que l'habitat pourrait bien être le nom. Je voudrais vous dire et essayer de développer donc dans ce propos successivement le fait que l'habitat que l'on destine à des personnes en situation de handicap est le nom à la fois d'une finalité, ce sera mon premier point, d'une politique publique, j'y reviendrai, d'une certaine confusion aussi dans le débat public, et puis d'un chantier, ou deux chantiers qui sont tout juste commencés et qui nous restent à mettre en œuvre et qui font écho à ce que Marc Toulouse indiquait à l'instant comme l'objectif caché de cette journée. Qui ne l'est plus, il a totalement révélé cet objectif, donc cet objectif ne l'est plus. Alors, l'habitat comme finalité d'abord. Alors, sans doute que la question en introduction de cette journée mérite d'être posée. Parler d'habitat plutôt que de logement, dire habiter plutôt que se loger, révèle-t-il d'un de ces glissements sémantiques censés combattre l'usure des mots à cette époque qui est la nôtre, où l'on parle souvent plus vite qu'on ne pense, où le ça parle à flux tendu, dans la logique d'une langue prise au piège d'un marketing de la pensée. Ou bien l'habitat et l'habiter désigne-t-il une autre finalité que le logement et le loger? Autrement dit, habiter chez soi est-il plus que se loger? Alors au-delà de son acception ordinaire, quand on dit de l'acception ordinaire du mot habiter, hein, se loger, on réside à telle adresse ou dans tel quartier, hein, quand on dit j'habite 17 boulevard des Alliés, j'habite le 20e arrondissement de Paris, la notion d'habiter renvoie avant tout au rapport que l'homme entretient avec les lieux de son existence. Habiter, c'est déployer son être dans le monde qui l'environne, un monde auquel on apporte sa marque et qui ainsi devient le nôtre à partir du chez-soi. Le chez-soi est cet espace à travers lequel, et sans doute plus que nulle part ailleurs, on peut devenir soi, et à partir duquel on peut revenir à soi. Le chez-soi, c'est ce lieu dans lequel on habite, dans l'intimité avec soi-même, au travers du sentiment de protection, de clôture, de familiarité que ce chez-soi distille. Alors, si le handicap est aussi l'expérience d'une vie bouleversée, habiter chez soi peut devenir, à certaines conditions, un lieu à partir duquel on peut revenir à soi. Raison pour laquelle la production et la proposition d'habitat, et vous avez bien compris, pas seulement de logement, mais bien d'habitat, devrait constituer l'instrument d'une politique publique de cette société qui se proclame vouloir être inclusive. L'habitat déborde le logement. Être logé ne suffit pas à habiter. C'est aussi la qualité du lieu où l'on habite, cet ensemble que constitue le logement, la résidence, la rue, le quartier, qui peut conforter la beauté de l'existence et la qualité d'une vie. Cette qualité est liée à la possibilité de ces multiples usages que sont pouvoir y effectuer des achats, s'y promener, y exercer des activités culturelles ou militantes et entretenir des relations. Mais ce lieu que l'on habite est aussi humain. Et il faut aux femmes et aux hommes, qu'ils soient en situation de handicap ou non, des lieux pour vivre, des lieux pour se situer dans le monde. Mais il faut que ces lieux n'assignent pas à résidence. Il faut que l'environnement humain et urbain ne borde pas leur vie. La qualité d'un lieu où l'on habite est donc une condition nécessaire pour rendre la vie vivable. Mais elle n'est pas, là encore, suffisante. Il existe une diminution de la puissance d'agir et d'agir avec le handicap qui impose toutes sortes d'empêchements de faire. Empêcher. Ce mot dit bien ce qu'il énonce à travers son origine latine. Impedicare, qui signifie prendre au piège. Quand la vie est ainsi prise au piège, elle n'est plus simplement vivable. Aussi, le lieu où l'on habite doit-il être un lieu où existe une offre véritablement coordonnée d'aide, d'accompagnement
et de soins de qualité. Ainsi, à grands traits, peut-on esquisser la différence entre habiter et se loger, entre habitat et logement, et préciser ainsi la finalité qui doit nous rassembler aujourd'hui, le cadre de cette journée qu'il faut choisir, si je reprends l'intention énoncée dans le programme, et que vous avez évidemment tous lu. Mais l'habitat, c'est aussi le nom d'une politique publique. Deuxième nom possible pour l'habitat. Le comité interministériel du handicap du 2 décembre dernier a finalisé une démarche nationale en faveur de l'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Il s'agit de 12 mesures pour développer des solutions d'habitat se situant, je cite, hors de la législation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, le plus souvent construits dans le cadre de partenariats impliquant des bailleurs sociaux, de collectivités, d'associations, de représentants de la société civile et de personnes elles-mêmes. Ces réalisations développent par ailleurs des dispositifs d'accompagnement à la vie sociale spécifiques et non médicalisés. Ces mesures visent aussi bien à mobiliser les bailleurs sociaux qu'à préciser les conditions de mise en commun de la prestation de compensation du handicap. Je ne veux pas détailler ici cette démarche. D'ailleurs, vous l'avez retrouvée dans votre petit dossier orange qui vous a été remis à l'entrée. Je ne veux pas donc détailler cette démarche, mais je voudrais souligner le moment singulier où nous en sommes de cette question d'habitat destinée aux personnes en situation de handicap. Un moment qui est à la fois un temps de reconnaissance du droit d'habiter et de choisir son mode de vie, et un moment d'énoncé d'injonctions possiblement contradictoires avec ce principe. Pour simplifier, disons que depuis 10 à 15 ans, un certain nombre d'initiatives ont été conduites et réalisées sur l'ensemble du territoire, souvent à partir de démarches qui se sont apparentées à de longs parcours du combattant, compte tenu notamment des incompréhensions des acteurs nécessaires à leur réalisation, des bailleurs sociaux, des collectivités, des départements principalement. Ces incompréhensions sont dues au fait que ces initiatives agencent entre eux des dispositifs de droit commun. Logement, modalités de location, services, etc. seront des formes inédites, que j'ai appelées par ailleurs dans un bouquin des bricolages sociaux locaux. Ces modalités, donc ces formes inédites posent problème aux différents acteurs institutionnels nécessaires à la mise en œuvre de ces projets. Ces acteurs ne savent pas comment intégrer ces innovations dans leur mode de gestion ou dans les normes technico-administratives qui constituent leur principale grille de lecture. Un bailleur, par exemple, ne sait pas comment il va financer le local commun qui est nécessaire à tel ou tel type de formule d'habitat. Ou un département va se demander si telle formule d'habitat qu'on est en train de lui proposer ne devrait pas être requalifiée en établissement médico-social. Ce type de questions. Mais ces différentes initiatives existent. Et elles permettent à ce que des personnes en situation de handicap puissent vivre chez elles et dans la cité, selon des modes de vie très différents. Je vais renvoyer au très exhaustif et très passionnant recueil de bonnes pratiques dans le dispositif de logement accompagné qu'a publié l'UNAFAM en avril dernier, pour apprécier la diversité de solutions déjà mises en œuvre et l'inventivité de ces promoteurs, des promoteurs de ces formules d'habitat. Je vous conseille d'aller revoir, on a vraiment un panorama exhaustif de tout ce qui a été fait avec une analyse aussi de ces pratiques-là. Et donc, après cette période de 10-15 ans de production d'initiatives, succède une période qu'on va appeler de cristallisation, d'une phase de stimulation, et on l'espère de facilitation, dans la mise en œuvre de ces différents projets d'habitat liés à cette politique de public qui est en train de se mettre en œuvre. Je fais pour ma part l'hypothèse qu'il se joue là un processus d'institutionnalisation de ces formules d'habitat, autrement dit, un processus d'appropriation de ces initiatives qui sont toutes nées au sein de sphères restreintes de la société et promues par des acteurs pour la plupart associatifs, et qui doivent donc, ces initiatives doivent pouvoir s'étendre à des sphères plus larges du fait que cette politique publique légitime maintenant pleinement ce qui apparaissait encore il y a quelque temps comme de simples inventions. Mais en même temps, et c'est le troisième nom possible de l'habitat, cette politique publique n'est pas exempte d'une certaine confusion dans le débat public. Alors confusion du fait notamment du contexte dans lequel elle émerge, et qui est celle d'une volonté des pouvoirs publics d'inciter simultanément à une désinstitutionnalisation du médico-social.
Alors les acteurs de la santé mentale que vous êtes tous ici connaissent d'expérience cette notion de désinstitutionnalisation, notion qui avait pu être pensée un temps comme le prolongement du mouvement initié par Basaglia en Italie, ou même le prolongement ou la réalisation du projet d'un Bonafé et des promoteurs du secteur psychiatrique. Des institutionnalisations qui, dans votre secteur et dans votre champ, n'est pas sans poser de questions quant à sa mise en œuvre et à ses effets sur un certain nombre de personnes en situation de handicap psychique. Marc Toulouse citait, et en tout cas évoquait tout à l'heure, les personnes en errance, qui est sans doute un des effets, en tout cas c'est un débat qu'on pourrait avoir, un des effets de cette désinstitutionnalisation-là. Donc cet impératif de désinstitutionnalisation qui prend parfois la teneur d'une injonction, aussi pour le champ médico-social, s'accompagne d'une approche gestionnaire qui conduit les autorités de tutelle à imaginer parfois une équation vertueuse entre désinstitutionnalisation et prise en charge à moindre coût. Cette équation vertueuse donc trouverait peut-être une résolution dans ces fameux projets d'habitat, qui sont alors souvent plutôt des projets de logement que des projets d'habitat. Alors, outre le fait qu'un habitat tel que nous avons esquissé la finalité en première partie de ce propos ne coûte vraiment pas moins cher, ou sans doute pas moins cher qu'un hébergement en établissement médico-social par exemple, le principe qui doit conduire à la production d'une offre de formule d'habitat est d'abord et avant tout celui du droit, tel qu'il est précisé dans l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées. Celui d'avoir la possibilité de choisir, je cite, celui d'avoir la possibilité de choisir sur la base de l'égalité avec les autres, son lieu de résidence, et où et avec qui on va vivre, et qu'on ne soit pas obligé de vivre dans un milieu de vie particulier. Cette question de libre choix, donc j'y reviens, de son mode de vie et de son habitat est centrale et sans doute impérieuse. Elle se doit de guider ce qui constitue le dernier des noms d'habitat que je voudrais développer ce matin devant vous, à savoir ou plutôt les chantiers d'élaboration et de mise en œuvre de formules d'habitat que nous avons à performer. Une des conditions du libre choix des personnes, de leur mode de vie et de leur mode d'habitat, est qu'il existe sur leur territoire une pluralité de formules d'habitat, dont l'une au moins puisse correspondre à un moment donné de leur vie, à leurs besoins et à leurs aspirations. C'est sans doute, on pourrait le résumer, et je reprends là aussi l'intention de cette journée, c'est sans doute ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas ça pourrait donner le cap cohérent pour un logement accessible et digne des personnes que nous accompagnons, qui est là pour le coup pas l'objectif caché, mais l'objectif tout à fait avoué de cette journée de travail. Et donc on a en fait, puisque Marc Toulouse disait aussi que cette journée devait aboutir, ou en tout cas dresser les premiers contours de chantier et de réalisation, pas simplement que ce soit une journée de réflexion. Pour moi, le chantier ou les chantiers qu'on a à mener sur ces territoires, là, donc sont des chantiers avant tout territoriaux, des chantiers de mise en œuvre, donc je disais d'élaboration de mise en œuvre de pluralité de formules d'habitat. Ça passe par 2-3 choses, ces chantiers-là, en tout cas. La première chose par laquelle ça passe, c'est par un processus qu'on peut appeler de qualification des besoins d'habitat. Alors, en quoi consiste ce processus? Il consiste en fait à définir, en associant les personnes concernées, les qualités attendues des différentes formules d'habitat. Et donc vous avez compris tout à l'heure que dans formule d'habitat, les qualités sont c'est plusieurs dimensions et c'est l'agencement de plusieurs dimensions. En clair, pour aller vite, les qualités de l'environnement, paysager et social, les qualités du logement lui-même, les qualités de l'accompagnement nécessaires à ce que la vie chez soi soit confortable, digne et sécurisée, et puis les qualités du mode de vie. Mode de vie, c'est essentiellement de savoir si on a besoin d'un mode de vie qui est très indépendant, un peu plus collectif, ou très collectif, voire communautaire, pourquoi pas. Donc, ce processus de qualification de besoins, il devra être conduit non plus au cas par cas, mais bien sur un territoire donné.
Alors les territoires donnés, c'est des bassins de vie, donc ça peut être une agglomération, ça peut être un certain nombre de cantons ruraux par exemple, etc., qui se définissent ainsi. Donc on a à faire ce chantier-là, ce processus de qualification des besoins. J'insiste pas sur le processus de qualification des besoins dans son développement, parce que dans la deuxième partie de la matinée, on va relater, il sera relaté une première ébauche réalisée sur l'agglomération caennaise à partir d'un travail d'un collectif de professionnels. Ensuite, une fois qu'on a qualifié ces besoins, cela passe évidemment par une mise en œuvre co-construite avec un acteur principal pour moi, qui est la collectivité locale. La question de l'habitat, c'est d'abord une question tenue par la collectivité locale. La collectivité locale organise, au rythme de tous les 5 ans, un document, notamment, qui s'appelle le plan local de l'habitat, et qui vise à identifier les besoins sur un territoire, et ensuite à programmer pour partie les besoins d'habitat et donc les suites d'habitat. Donc c'est, à mon avis, dans ce cadre-là, que nos questions posées d'habitat et de santé mentale doivent aussi pouvoir se poser si on veut sortir des expérimentations successives que j'évoquais tout à l'heure et pouvoir passer à une autre étape. Et le chantier qui nous est donné, c'est bien celui-là, donc qualification des besoins, et pouvoir entrer dans ces processus de programmation et de définition des formules d'habitat sur un territoire qui est celui de la collectivité locale. Et je pense, puisque Marc évoquait tout à l'heure le conseil local de la santé mentale, voilà, par exemple, le conseil local de la santé mentale qui articule, pour le coup, pas seulement, mais aussi, de fait, par les statuts, comme il était évoqué au tout début. Voilà, le conseil local de la santé mentale est peut-être l'endroit à partir duquel on pourrait initier ce chantier. Mais encore une fois, c'est un chantier qui doit vraiment être vécu territorialement. Voilà. Donc voilà quelques éléments. Donc de quoi, pour terminer, de quoi l'habitat est-il le nom, en tout cas pour aujourd'hui, pour ce matin et pour cette journée-là, donc de cette finalité, de cette politique publique, d'une certaine confusion dans laquelle il faut prendre quand même en conscience et imaginer qu'elle inspire et des fois elle détermine nos pratiques et nos représentations. Et 4, l'idée d'un chantier territorial sur lequel je veux évidemment bien échanger avec vous si vous le souhaitez. Alors soit maintenant, on a un peu de temps donc on peut le faire maintenant, et puis de toute façon en fin de journée puisqu'il y a une table ronde qui le prévoit.